Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Siemens sur le thème Simatic S7 1200 G2. Le futur de l'automation basique. Je m'appelle Beat Treber, je suis responsable pour le team EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cet webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Siemens, M. Michel Abandon, qui sera... vas-y, Michel. Merci Beat. Faire la présentation de toi. Prends le stage. Oui, alors je suis Michel Avandet, conseiller technique chez Siemens Digital Industries pour les produits Simatic, essentiellement les PLC et la périphérie décentralisée. Je vous souhaite également la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, Simatic S7 1200 Génération 2, le futur de l'automatisation de base. Objectif de ce webinaire, à l'issue de ces 40 minutes environ, vous aurez un aperçu, vous aurez une idée un peu plus claire du positionnement de notre automate S7 1200 G2 dans le paysage de l'automatisation industrielle, les plus-values techniques, les fonctionnalités et les performances de cet appareil, le design également, sa prise en main, comment est-ce qu'on le câble, comment est-ce qu'on l'étend, les modules disponibles dans la gamme, bien sûr. Et puis, c'est un nouvel appareil, donc on va parler aussi de migration de l'ancienne génération vers la nouvelle. On aura également un aperçu à la fin de ce webinaire sur ce thème. Notre agenda, un petit peu chargé, essentiellement 8 points. Le positionnement de l'automate, les points forts techniques, les performances et la modularité de cet appareil. On parlera également de sécurité des machines, de contrôle de mouvement, la transparence des données également, et puis on finira avec le thème de la migration technique justement, de la version 1 vers la version 2, et je pense qu'on aura encore une petite place pour les questions tout à la fin du webinaire. Commençons directement avec le positionnement dans le paysage de l'automatisation. La palette d'automates proposée par Siemens se présente en résumé ainsi, sur la partie de droite du slide, avec tout en bas pour des commandes simples, les modules logiques, logo, qui permettent de programmer une logique avec des schémas contact. Le logo dispose d'un outil propre pour sa programmation. Et puis, à l'autre extrémité, on a nos automates, nos contrôleurs modulaires haute performance, les S7500. Et puis entre deux, on va trouver notre S7 1200. S7 1200 G2, c'est déjà un automate, il fait beaucoup plus que le logo. On peut le programmer en utilisant 3 langages différents, les schémas contact, les blocs de fonctions et le texte structuré. Et puis, il dispose de toutes les fonctions qu'on va trouver sur le 1500, ou pratiquement toutes les fonctions, mais par contre en quantité et en performance moindre. Ça fait que c'est un automate qui est particulièrement bien adapté pour des petites applications simples, mais qui demandent beaucoup de performance, beaucoup de précision. Il est parfait pour des machines autonomes, mais ça peut également être des machines connectées. Et puis, comme il dispose d'une palette de fonctions très étendue, eh ben, il va répondre à pratiquement toutes les exigences d'un projet. Il est capable également de piloter des axes de façon très flexible et puis évolutive. Et puis, chose importante aussi, c'est un automate basique dans le segment plutôt en bas des prix, donc avec des coûts relativement faibles, qui le rend intéressant pour des applications ou des projets où les coûts sont sensibles.
Ces points forts techniques maintenant. Alors on le voit tout à gauche, la génération 1, elle est arrivée sur le marché il y a plus de 15 ans, en avril 2009. Et puis justement 15 ans après est arrivée la génération 2, qu'on voit ici au centre de notre écran. Alors on remarque que cette génération 2 garde le même design, ou très similaire à la génération 1, mais on l'a voulu plus compact, plus ramassé sur le rail pour prendre moins de place, enfin moins s'étaler en largeur. Par contre, il est un petit peu plus haut, un petit peu plus profond. On va regarder maintenant à quoi il ressemble précisément sous la caméra. Voilà, alors le module que j'ai dans les mains, c'est une CPU donc, de la deuxième génération, on le voit ici, 1200G2. Le modèle est indiqué ici, donc un certain nombre d'indications sur la face avant. Ce qu'on va trouver évidemment, c'est les LED de diagnostic qui nous disent s'il est en run, en stop, s'il y a une erreur ou s'il est en maintenance. Et puis, c'est une CPU qui dispose déjà d'entrées et sorties intégrées, donc on va trouver les LED d'état de ces entrées et sorties ici. Ici, vous voyez deux barres verticales, c'est des caches pour insérer des modules d'extension des cartes de signaux. Et puis, comme sur la génération 1, on a ces deux volets qui nous permettent d'accéder à la connectique supérieure et à la connectique inférieure. Donc en haut, on va trouver plutôt les entrées et en bas, l'alimentation ainsi que les points de sortie. On les verra en détail tout à l'heure. Je continue le tour de l'appareil. Sur le sommet, la première chose qu'on va remarquer, c'est une interface native Ethernet Profinet avec cette fois deux ports, contrairement à ce qu'on avait sur la génération 1. On a systématiquement deux ports maintenant, ce qui nous permet de chaîner nos appareils et puis de mettre en œuvre certains protocoles, comme par exemple la redondance en anneau. Je continue le tour de l'appareil pour simplement regarder la méthode de fixation. Donc, comme sur la génération 1, on va se fixer sur un rail DIN 35 mm. Et on a gardé cette option avec ces deux ergots qu'on va pouvoir pousser à l'extérieur, qui mettent en évidence deux trous par lesquels on va pouvoir fixer notre appareil directement par vis sur une plaque de montage. Vous vous souvenez peut-être que sur la génération 1, on a la possibilité d'étendre la configuration par des modules de communication sur la gauche. Alors maintenant, sur la gauche, on n'a plus cette possibilité, plus de connecteurs ici. On va la trouver sur la droite. Tout se passe sur la droite. Alors déjà, on a un marquage qui nous indique le type de CPU, numéro d'article, numéro de série, ainsi de suite, les certifications. Et puis, point intéressant ici, on a un QR code qui, lorsque vous le scannez, vous donne accès directement aux pages sur notre site du support avec toute la documentation relative à cet appareil. Donc voilà, la face de droite, avec son cache qui permet, qui couvre le connecteur de bus. Et puis c'est par ce connecteur de bus qu'on va étendre notre appareil avec un module de signaux qui lui a un connecteur saillant d'un côté et qui a également ce cache avec le bus pour le prolongement de la configuration de l'autre côté. Donc les deux appareils sont montés sur un rail DIN, on les rapproche l'un de l'autre, on les serre et la connexion est réalisée. Je reviens au PLC lui-même. Donc nous avons ces deux caches en haut et en bas qui permettent d'accéder à la connectique. Pour plus de facilité, je vais les enlever simplement. Et puis on voit qu'on a découvert alors le connecteur bien sûr, mais également la carte mémoire. La carte mémoire, il faut savoir que l'automate, comme la génération 1, dispose d'une mémoire de chargement intégrée. Donc cette carte mémoire n'est pas indispensable. Cependant, elle vous permet d'étendre la mémoire de chargement, ou plutôt de la remplacer. Si vous souhaitez stocker des données comme le programme complet, des documents ou des pages web, ainsi de suite, et que vous manquez de place sur la mémoire intégrée, vous pouvez la substituer par cette mémoire, cette carte flash, cette carte MC qui est ici. Donc elle est insérée dans un petit tiroir que je dois pousser contre le haut, et puis je peux ensuite enlever ma carte simplement en appuyant dessus. À côté, donc, on va trouver le connecteur
pour les entrées. On a abandonné la technologie à vis pour mettre des connecteurs, alors toujours amovibles, mais cette fois en technologie push-in. Je vais d'abord le sortir. Voici à quoi ressemble le connecteur. Alors évidemment, les emplacements pour mettre les câbles, simplement en poussant le câble avec un embout à l'intérieur. On peut le retirer en poussant avec un tournevis sur cette partie grise. Et puis derrière, on a un tout petit espacement pour mettre une pointe de test, par exemple. Et ces connecteurs ont un verrouillage qui est ici, qui assure qu'une fois le connecteur correctement inséré dans l'automate, on n'a pas de risque qu'il se sorte à cause de vibrations qu'on aurait sur la machine. Deux caches sur ce modèle de PLC. Ces caches peuvent être enlevées, bien sûr, et puis donne accès à des connecteurs qui sont là en bas. Et ils me permettent de glisser un petit module d'extension sous forme de signal board, de carte de signaux. Voilà. Encore un point maintenant sur la connectique pour les modules d'extension, comme on le voit ici. Donc également un connecteur pour les entrées sur le haut, un connecteur, alors qui n'est pas installé sur le module maintenant, sur le bas pour les sorties. Et ce connecteur, petite particularité, si je l'enlève, en soulevant le volet, je mets à jour un petit emplacement sur lequel je peux installer mon connecteur, qui est simplement posé, fixé, mais sans qu'il y ait de liaison électrique. Ça me permet de faire mon pré-câblage du connecteur sans avoir de risque de créer un court-circuit avec l'électronique du module. Donc je peux simplement pré-câbler mon connecteur ici, ensuite je le retire et je l'insère sur le connecteur du module. Voilà. Voilà, j'en reviens maintenant à la présentation. On va voir un petit peu ce qu'on a comme modèle de PLC. Alors, deux modèles dans la gamme, la 1212C et la 1214C. C indique que ce sont des CPU compacts et donc elles intègrent déjà un certain nombre d'entrées et sorties. Alors, des entrées et sorties digitales, on va en trouver 8 et 6 sur la 1212. Et puis cette 1212 peut être étendue avec une carte de signaux, donc dans cet emplacement sous le cache, et jusqu'à 6 modules d'extension sur la droite, des modules de signaux et ou modules de communication. Au total, 6 modules. Les dimensions de l'appareil, 125 mm en hauteur, 100 en profondeur et 70 en largeur sur le rail. Et à côté de ça, on a un deuxième modèle, la 1214, toujours compacte, donc toujours avec des entrées-sorties, mais cette fois 14 et 10. Et elle peut accueillir 2 cartes de signaux et 10 modules d'extension sur sa droite. Ici, la dimension a un petit peu augmenté, elle passe de 70 à 80 mm de large, puisqu'on a un deuxième emplacement pour la carte de signaux. Et ces automates sont déclinés chaque fois en 3 versions. Tout d'abord, une version alimentée en 230 volts avec des sorties à relais. Ensuite, des modules alimentés en 24 volts avec soit des sorties transistors, soit des sorties relais. Et ce que vous voyez en jaune sur le slide, c'est les modèles qui sont déclinés en version safety également. Modules et cartes de signaux, pourquoi cette distinction? Alors tout d'abord, les modules de signaux, c'est donc des modules complets qu'on va rajouter sur le rail à la suite du PLC. Et là, on trouve un certain nombre de modèles, en général avec 16 points, soit des entrées, soit des sorties, soit mixtes. Quand il s'agit de sorties, ça peut être des sorties transistors ou des sorties relais. Puis évidemment, on a des modules analogiques également, 8 points. Module d'entrée, module de sortie, des modules de mesure de température aussi. Et dernièrement, on a mis sur le marché un nouveau module qui, lui, a 2 fois 16 points, 16 entrées, 16 sorties, avec des sorties transistors classiques ou bien sync, et des sorties relais également. Et de l'autre côté, sur la partie de gauche, on voit nos cartes de signaux. Alors pourquoi des cartes? Parce que c'est vraiment une petite carte électronique qui vient se
s'insérer sur le print de la CPU et qui est plus proche du processeur, qui n'utilise pas le bus de fond de panier du PLC. Donc ça nous permet de mettre en œuvre des signaux rapides, des entrées rapides jusqu'à 100 voire 200 kHz, des entrées comme des sorties. Également sous forme de signal board, de carte de signaux, des modules analogiques 4 points, soit en entrée, soit en sortie, des mesures de température également. Et puis tout en bas, ce qu'on voit, c'est une carte qui contient une batterie. Il faut savoir que notre PLC dispose d'une horloge temps réel. L'horloge temps réel n'est pas sauvegardée par une pile. On n'a aucune maintenance à effectuer sur cet automate, donc il n'y a pas de pile. On a juste une supercap qui la sauvegarde, mais elle ne la sauvegarde que pendant une vingtaine de jours hors tension. Et si vous avez besoin de conserver cette horloge temps réel synchronisée pendant plus de 20 jours et que la CPU n'est pas sous tension, alors vous pouvez utiliser cette batterie board qui permettra de sauvegarder cette horloge pendant une année environ. On a évoqué la sécurité. Pour mettre en œuvre la sécurité, on a besoin d'un PLC avec l'option FileSafe. Vers mars de cette année, donc tout bientôt, on recevra le firmware 4.1 pour les automates de sécurité. Et puis suivra au mois de mai le premier module de sécurité avec 4 entrées digitales de sécurité, 2 sorties de sécurité, plus 2 entrées standards pour la relecture de contact, par exemple. Et plus tard, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, une carte de signaux à insérer dans les emplacements de la CPU avec 2 entrées, une sortie de sécurité. Et puis bien sûr, par la suite, suivront d'autres modules en exécution F. L'automate est également capable de mettre en œuvre de la communication série. Alors tout est intégré à notre automate. On va trouver des blocs de fonctions pour cette communication série dans l'outil de programmation TIA Portal. C'est natif, ce n'est pas des bibliothèques que vous devez rajouter ou pour lesquelles vous devez payer quelque chose. Et puis elles vous permettent de communiquer en mode bus RTU, de transformer l'automate en maître ou en esclave mode bus pour communiquer avec des compteurs d'énergie par exemple, ou bien le protocole USS pour communiquer avec des drives et envoyer des instructions simples à des drives qui n'auraient pas de bus de terrain. Alors tout est intégré au niveau soft. Ce que vous devrez rajouter par contre, c'est une interface de communication série, soit sous forme de signal board inséré dans la CPU, ou alors à la suite de la CPU sous forme de module de communication. Vous trouvez les références en bas à gauche du slide. On l'a vu, l'automate intègre déjà une interface native Ethernet, Profinet plus précisément. Si vous avez besoin d'une interface supplémentaire, on a maintenant à disposition un module de communication également, avec un port RJ45, pour de la communication TCP/IP. Et puis la première version du firmware de ce module a été libérée dernièrement, qui rajoutait déjà un protocole supplémentaire, le DNP3, mais par la suite, par une simple mise à jour du firmware, vous pourrez étendre les fonctionnalités de votre processeur de communication avec d'autres protocoles de communication. L'alimentation de l'appareil. Alors pas de problème si vous avez une CPU en 230 volts, vous pouvez la brancher sur une phase, mais vous aurez probablement besoin de 24 volts, et en tout cas vous en aurez besoin si c'est une CPU en version DC. On peut utiliser une alimentation industrielle classique, mais nous on propose un modèle au design du 1200 génération 2 qui offre certains avantages. Un des avantages, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la connectique en borne push-in, des bornes amovibles. Un autre avantage intéressant, c'est le diagnostic, avec une interface simple de diagnostic. L'alimentation dispose d'une sortie qui délivre des impulsions à 24 volts. Ces impulsions peuvent être relues par l'automate programmable, une simple entrée de l'automate, et puis par un bloc de fonctions qui est également disponible sur notre site du support. Vous pourrez décoder ces informations et puis lire par exemple le courant consommé, est-ce qu'il y a un court-circuit, est-ce que la tension de sortie est correcte, et ces informations de diagnostic. Et puis, lorsque vous faites votre configuration matérielle, dans votre TIA Portal, cette alimentation peut y être également intégrée. Les 4 atouts de notre système présentés ici, tout d'abord les performances augmentées et modulaires.
la sécurité flexible des machines, les contrôles de mouvement efficients et finalement la transparence des données qui a été améliorée. Prenons la performance augmentée et la modularité. Le S7200, dans sa première version, génération 1, occupe le bas de l'échelle d'automatisation avec des performances relativement limitées et puis à utiliser dans des applications relativement peu complexes. À l'opposé, on a notre S7500 dans le haut du panier, et puis ce dernier, il a été mis à jour il y a quelques années avec un nouveau hardware, nouveau firmware également, et ses performances ont été fortement augmentées, ce qui l'a encore éloigné des performances du S7200. Avec la génération 2 maintenant, et ses performances tirées contre le haut aussi, on est venu fermer ce trou qu'on avait entre le 1200 génération 1 et le 1500. Le 1200 génération 2 maintenant couvre déjà le bas de ce que fait le 1500. Les trois générations, les trois gammes sont programmées avec le même outil, le TIA Portal. On voit ici l'évolution des performances avec la génération 1 à gauche. Tout d'abord, le temps de traitement d'une opération. Alors là, ce qui est représenté, c'est des opérations sur bit. Pour donner une idée, une opération sur bit prend à peu près 80 nanosecondes sur la génération 1 pour tous les contrôleurs. Et puis on voit que sur la génération 2, on a divisé ce temps plus que par 2, on est à 37 nanosecondes. Côté taille mémoire également, la plus petite CPU génération 1, la 1211 avait 75 kilooctets, la plus performante 250, la 1217. On voit que maintenant, avec la moins performante de la génération 2, on a déjà beaucoup plus de mémoire qu'on l'avait avant avec la plus performante de la génération 1. Ce qui veut dire qu'on n'aura aucun souci à migrer une application en génération 1 vers la génération 2. Sécurité flexible des machines. Avec l'automate génération 2, vous pouvez automatiser une machine, une petite machine, et puis tout à coup décider que vous avez besoin de sécurité. Donc avec une version safety de votre automate, vous pourrez simplement rajouter, si vous avez besoin d'une seule fonction de sécurité, une carte de signaux avec 2 entrées pour lire un stop d'urgence, et une sortie pour activer un actionneur de sécurité, par exemple. Et puis si cette machine évolue, que vous devez rajouter des fonctions de sécurité, alors pas de problème, vous pourrez rajouter des modules de signaux de sécurité, voire même avec une CPU 1214, simplement une deuxième carte de signaux de sécurité. Donc on voit qu'on a une possibilité d'évoluer qui est très bonne ici. Et puis on a aussi une granularité très bonne dans le sens que vous aurez installé sur votre machine vraiment le nombre d'entrées et de sorties dont vous avez besoin. On n'aura pas d'entrées-sorties inutilisées. La partie motion control, alors avec le 1200 génération 1, on avait déjà la possibilité de piloter des axes avec un objet technologique de positionnement par exemple, et puis on a souhaité offrir une possibilité toujours dans l'automatisation basique d'avoir beaucoup plus d'objets technologiques à disposition, de possibilités, donc de tirer ces fonctions vers le haut. C'est ce qu'on a fait avec la version G2 du 1200, qui offre beaucoup plus d'objets technologiques, comme par exemple des pilotages d'axes coordonnés, qui offrent même jusqu'à des cinématiques 3D. Et puis pour quelque chose d'encore plus performant, alors là on va quand même devoir passer sur des CPU high-end avec le 1500 ou 1500T. La 1200G1 disposait d'un certain nombre de fonctionnalités déjà pour tout ce qui est motion, par exemple des entrées rapides avec des compteurs rapides, on en avait 6 qui permettaient de lire un codeur ou une règle de mesure, et puis des sorties rapides qui permettaient d'envoyer des trains d'impulsion, PTO, pour des drives qui n'auraient pas de bus de communication. Pour les drives avec bus de communication, on pouvait déjà piloter avec du Profinet RT. Nouveauté avec la version 2, génération 2, pardon, on a conservé ce Profinet, mais cette fois on est passé en IRT, IRT pour temps réel isochrone, ce qui nous permet de piloter de façon très précise et de synchroniser de façon très précise des axes.
Et puis évidemment, les quantités possibles ont augmenté aussi. On a maintenant 8 compteurs rapides et 8 sorties PTO. Pour utiliser les sorties PTO, on a besoin cependant de la version 21 du TIA Portal. Les objets technologiques. Alors pour rappel, un objet technologique, c'est un bloc de fonction dans notre automate qui offre une interface utilisateur conviviale pour le paramétrer. Par exemple, pour un axe de positionnement, sur votre interface, vous allez indiquer quel axe est concerné, quel axe est-ce que vous pilotez, quelles sont les limites du moteur. Par exemple, 100% de consigne, je tourne à 3000 tours. Et puis, si l'axe pilote une vis à billes, pour un tour de moteur, combien de millimètres fait la vis à billes, ce genre d'informations. Voilà, donc ces objets technologiques, on avait déjà l'axe de positionnement et puis on a fortement augmenté leurs possibilités. On a maintenant des axes de vitesse sur notre génération 2, des axes de synchronisme, lecture de codeurs externes, gestion de cam, de pistes de cam, palpeur de mesure, ainsi de suite, jusqu'à la cinématique. La cinématique, ce sera par exemple un robot sous forme de portique 3D. Vous trouvez plus d'informations sur ces objets technologiques dans le manuel du système, dont le lien est donné en bas à droite de ce slide. Transparence des données, maintenant, lorsqu'on a un automate, on aimerait bien savoir un petit peu ce qui se passe dans l'appareil. Et puis, quelques nouveautés ici. Alors tout d'abord, notre automate intègre maintenant un chip NFC. Donc, lorsque votre automate est encore dans le carton, en vous baladant avec votre téléphone par-dessus, vous pourrez déjà collecter quelques informations, comme par exemple le type de l'appareil, son numéro de série. Et puis, lorsqu'on va mettre sous tension l'appareil, on aura accès à beaucoup plus d'informations, bien sûr. Par exemple, l'état de fonctionnement de votre appareil, s'il est en run, s'il est en stop, la configuration du réseau, l'adresse IP, la passerelle, le nom Profinet, et puis des informations de diagnostic aussi, le temps de cycle de l'automate, l'utilisation de la mémoire aussi, et le tampon de diagnostic. Et puis on peut lire, mais on peut également écrire des données là-dessus. Alors en général, l'écriture va être protégée par un mot de passe. Mais une fois que vous aurez accédé au système, vous pourrez influencer le fonctionnement de votre appareil. Par exemple, le mettre en stop, le réinitialiser ou alors régler l'horloge temps réel. Et puis vous pourrez aussi paramétrer des informations du réseau, l'adresse IP et ainsi de suite. Pour ceci, vous avez besoin d'une application à télécharger sur votre téléphone, sur votre smartphone, soit de l'Apple Store, soit du Google Play Store. Et une fois l'application installée, elle sera représentée comme au slide suivant. Alors c'est simplement des print screens de ce que vous aurez. Ici, ils sont donnés en format clair. Vous pouvez aussi switcher votre application sur du format foncé, comme on l'a vu sur le slide précédent. Mais voilà, ça donnera ceci. La première image à gauche, c'est la page d'accueil, avec après un scan de l'appareil. Donc le scan, il est réalisé lorsqu'on pèse sur le bas du téléphone, tout en bas, sur l'icône Read. Vous allez lire les données par NFC et puis afficher en haut l'état de l'appareil, les informations générales, avec 3 menus. Le premier, c'est l'image suivante, qui va vous indiquer quels sont les appareils connectés, aussi bien l'automate que les modules d'entrée-sortie ou les signal boards. L'image suivante représente le diagnostic, qui donne accès aux informations que je vous ai indiquées, temps de cycle, temps pour le diagnostic et ainsi de suite. Et puis la dernière image, les opérations qui sont possibles de réaliser, changer le mode de fonctionnement de l'automate, le réinitialiser, ainsi de suite. On dispose maintenant d'un serveur web intégré qui participe également à la transparence des données. Alors tout d'abord, avec un certain nombre de pages web système. Ces pages web système vous donnent plus d'informations sur l'automate, de nouveau le numéro de série, l'état de fonctionnement et autres, mais surtout des informations de diagnostic, aussi bien le diagnostic hardware que le tampon de diagnostic, et puis aussi des diagnostics sur la partie motion. Pour chaque objet technologique, vous aurez un diagnostic disponible. Également des informations pour les PLC safety sur l'administration du safety. Et puis, chose intéressante aussi, lorsque votre automate si votre automate posait vraiment des gros problèmes, vous pourriez faire un dump de sa mémoire par le biais de ces pages et puis l'envoyer au support de Siemens pour analyse.
C'est des pages web système qui sont intégrées nativement à l'automate, mais vous pouvez vous-même développer vos propres pages en utilisant la web API de l'automate pour, par exemple, afficher des données de process accessibles par un navigateur web. OPC-UA est également un thème important. Il a été reporté sur la génération 2 de l'automate. Il était déjà pris en charge sur la génération 1. On retrouve un peu les mêmes fonctionnalités maintenant, avec les fonctions standards comme read, write, browse, souscription et méthode. La prise en charge d'interfaces personnalisées. Ces interfaces vont être définies dans le TIA Portal par mapping ou à l'aide de l'outil C-Home, qui est maintenant supporté à 100% pour cet automate. Cet outil C-Home, vous le trouvez sur notre site du support. Il est à disposition gratuitement. Le serveur OPC offre également un diagnostic. Et puis, bien sûr, toute la partie sécurité avec la communication signée et cryptée. Pour mettre en œuvre le serveur OPC, vous aurez besoin d'une licence supplémentaire. C'est une licence basique. Soit vous l'obtenez au format download ou alors sur notre site de licence en ligne. Quelques caractéristiques du serveur OPC sont listées à droite. Par exemple, la possibilité d'utiliser 2 interfaces utilisateurs avec chacune jusqu'à 2000 nœuds, ou alors le nombre de souscriptions par session de 5 avec jusqu'à 1000 éléments monitorés. Voilà, on parle de génération 2 de l'appareil. Donc quand un nouvel appareil arrive sur le marché, en général, un plus ancien doit être mis à la retraite. Et puis, ça va être le cas de la première génération. Alors, ça va se passer ainsi. Donc, en avril 2009, on a mis sur le marché cette génération. Et puis, plus de 15 ans après, c'est-à-dire à la fin de cette année, on va annoncer l'arrêt de production de ces appareils génération 1. À partir de ce moment, vous pourrez toujours l'obtenir comme pièce neuve pendant une année, mais cependant sans rabais. À partir de ce moment également, commence la phase de 10 ans pendant laquelle on garantit le service sur nos appareils, c'est-à-dire la réparation, remplacement. Et puis une année plus tard, donc en 2027, fin 2027, la gamme génération 1 va passer dans le circuit des pièces de rechange. À partir de là, vous pourrez toujours l'obtenir, mais seulement comme pièce de rechange, plus comme pièce neuve. Voilà. Et puis, cette période va courir pendant encore 9 ans, jusqu'en 2036, fin 2036 environ. Et pour les personnes qui auront obtenu une pièce vers la fin de cette période, on garantira encore au minimum pendant une année la réparation de ces appareils, ce qui nous mènera à fin 2037, où vraiment on n'aura plus aucun service sur la génération 1. Voilà, ça c'est des prévisions. Alors, elles risquent de ne pas bouger beaucoup, mais si elles bougent, ce sera plutôt pour les reporter dans le futur. Voilà, alors pas de stress. On a un peu de temps, et puis surtout, pour faciliter la migration, on vous propose des outils. Alors c'est un outil particulièrement de migration qui est proposé dans un pack, intégré dans un pack. Ce pack, vous pouvez l'obtenir sur notre site internet, sous le lien qui est mentionné sur le slide, ici en bas. Et puis le pack contient donc l'outil de migration proprement dit, qui est un add-in à installer dans le TIA Portal, la documentation qui vous guidera pour effectuer cette migration, et également une vidéo explicative de démonstration qui vous montrera comment ça se passe. Voilà, le prérequis pour cette migration, vous devez avoir au minimum le TIA Portal version 20, c'était la version avec laquelle on a sorti le 1200 génération 2. Lorsque vous procéderez à une migration, votre outil ressemblera à ce qu'on voit sur cet écran. Tout d'abord à droite, on voit que le add-in a été installé. Sur la partie de gauche, dans le navigateur de projet, tout en haut, une CPU 1217C qui sert de source de migration. Et puis plus bas, tout en bas, la génération 2, la 1214C. Ici, c'est une FC qui sert de cible à la migration. Et sur le centre de l'écran, on voit l'outil de migration qui a été lancé. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais vous montrer une vidéo animée et je vais la commenter pendant le process de migration.
Voilà, donc on voit ici notre CPU génération 2 qui a été installée dans le projet, la CPU cible. Et puis on va voir sur la partie de gauche qu'elle est complètement vide, pas de bloc de programme, pas de variable, rien du tout. En haut, on a notre CPU source 1217 avec déjà un certain nombre de blocs de programme. On la voit ici, configuration hardware avec un module d'extension attaché. Et puis on voit que le add-in a été installé dans le TIA Portal. Je sélectionne la CPU source, bouton droit de la souris, menu migration, je lance la migration. L'outil de migration va s'ouvrir, je peux spécifier qu'est-ce que je veux migrer et puis surtout sur quelle cible. Alors là, je souhaite migrer le software sur nos CPU 12, 14 et le hardware également, je dois le sélectionner pour qu'il soit migré aussi. Une fois que ces deux informations sont données, je peux lancer la migration. L'outil va travailler, convertir tout ce code et puis l'intégrer à ma nouvelle CPU, mon nouveau PLC. Un journal de migration qui m'indique ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu des problèmes. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux fermer le journal. Je vois que ma CPU a été étendue avec un module d'entrée-sortie. Dernière étape maintenant, oui, je vois aussi qu'elle a du code maintenant qui a été écrit. Dernière étape, je la sélectionne, je lance la compilation et ma migration est terminée. Voilà. Par cette petite démo, je conclus le webinaire. J'espère que j'aurai su susciter votre intérêt et puis votre envie d'en découvrir un petit peu plus sur cet automate. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre attention et je pense qu'on a maintenant la place pour quelques questions. Oui, merci pour la présentation. Je continue avec la première question. Quelle garantie de sécurité offre NFC par rapport à un smartphone non autorisé qui voudrait se connecter à la CPU? Oui, alors le NFC, comme son nom l'indique, c'est un Near Field Communication. On doit être vraiment près de l'appareil pour pouvoir communiquer. Donc si votre appareil est déjà dans un boîtier, une armoire électrique, ça va être difficile. Et puis surtout, ce NFC, il est désactivé par défaut. Donc vous devez d'abord l'activer volontairement. Et puis ensuite, on va pouvoir lire des informations, mais pour les écrire, on doit faire une étape supplémentaire. C'est protéger, vous pouvez le protéger par mot de passe aussi. Donc voilà, il y a quelques barrières de sécurité qui feront que n'importe qui ne peut pas se connecter et faire n'importe quoi sur l'installation. Merci beaucoup. Je continue avec la deuxième question. Quelle garantie de S7 1200 G2 offre-t-il en matière de cybersécurité? Alors la cybersécurité, c'est un point qui est de plus en plus important, effectivement. Et puis, on a un certain nombre de mécanismes qui sont intégrés de base dans notre appareil qu'on peut mettre en œuvre. Tout d'abord, on peut faire une gestion des utilisateurs, qui a le droit de se connecter, qui n'a pas le droit, sous quelles conditions. Ça, c'est valable pour la liaison au PLC, mais c'est valable également pour le serveur au PC et puis pour le web serveur. Voilà, quand on doit se loguer aussi sur un appareil, on va devoir mettre un mot de passe. Donc on peut s'attendre à ce qu'un système automatique essaye de faire une attaque par force brute en essayant tous les mots de passe. Là aussi, on a un mécanisme qui fait qu'après un certain nombre de tentatives infructueuses, on va bloquer le système, on ne pourra plus se loguer pendant un certain temps. Les données également, elles peuvent être sécurisées dans une sorte de coffre-fort dans le PLC, protégé par un mot de passe. Donc si vous avez votre programme sur la carte mémoire, vous pouvez retirer la carte mémoire, la lire dans un PC, mais sans le mot de passe, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ça, c'est les principales caractéristiques qui me viennent à l'esprit. Et puis maintenant, on doit répondre à des normes de sécurité. Donc l'automate a été certifié, maintenant testé et certifié selon la norme IEC 62443. Donc voilà, un certain nombre de garanties quand même. Merci beaucoup. Je continue. On parle beaucoup de durabilité. Est-ce que le S7 1200 G2 répond aux exigences de durabilité? Qu'est-ce qu'il offre sous cet angle?
Alors concernant la durabilité, oui, c'est quelque chose qui entre en compte chez Siemens maintenant depuis un petit moment, et puis tous les nouveaux appareils intègrent la durabilité déjà dans leur conception. Ça, c'est la première étape. Siemens offre une sorte de certificat, enfin des informations sur la durabilité, Siemens EcoTech, qui va lister l'impact CO2 de nos appareils, qui va permettre aux constructeurs de comparer et puis de savoir où ils se situent et de faciliter ainsi sa certification pour un équipement durable. Donc oui, c'est quelque chose qui est intégré. On trouve des certificats à ce sujet sur notre site aussi. Ouais. Merci beaucoup. Je continue. Est-ce que le Simatic S7-1200 G2 dispose de connexion analogique directement sur le PLC comme c'était le cas avec la génération 1? Alors non, on a décidé de ne pas les intégrer cette fois sur la génération 2. Effectivement, sur la génération 1, on avait deux entrées, mais c'est des entrées 0,10 volts uniquement, avec des caractéristiques relativement faibles. On a décidé de ne plus les mettre, on va plutôt se tourner maintenant sur une carte de signaux. Si vraiment on doit rajouter des points analogiques, on va insérer dans la CPU une carte de signaux analogique, ou alors carrément passer sur un module de signaux qui vont déjà offrir tous les deux beaucoup plus de possibilités de réglage. On sera plus limité à du 0,10 volts, mais on aura du 80 milli et ainsi de suite. Ouais, voilà. Ok, je continue avec la finale question qui est arrivée jusqu'à le moment. Je n'ai pas encore vu de carte de signaux de sécurité. Qu'est-ce qu'elles sont de particulier? Alors effectivement, les cartes de signaux de sécurité ne sont pas encore sur le marché, mais ça sera quelque chose qui est exclusif à la génération 2. On n'avait pas de carte de signaux de sécurité pour la génération 1. Et puis leur particularité, c'est justement de permettre de rajouter sur la CPU juste un point de mesure de sécurité avec une sortie de sécurité, sans devoir étendre notre CPU et puis prendre plus de place sur le rail. Donc on va rester très compact et puis offrir la possibilité d'insérer une première mesure de sécurité sur l'automate même. Merci Voilà. beaucoup. Je me maintenant retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Super présentation. Merci. J'ai noté sur la présentation, hein, encore une fois, je crois, une chose avec le nouveau gamme, c'est top performance, combination avec la modularité. Ça, c'est un grand plus pour vous, chers clients, et mon team. Et sécurité, c'est aussi un bon point pour le Cyber Resilience Act, hein, comme le nouveau machine régulation. Hein, ça, c'est top thème pour cette année 2027, c'est absolument clair. Et data transparence avec les NFC chips, très bien, top. Et le mobile app. Hein, et à la fin, le standard, c'est le standard ouvert avec OPC UA. Super, très bon. Chers clients, pour vous, ça c'est une open standard pour tout le monde. Et aussi la nouveau gamme, ça c'est une très performante nouveau gamme, je suis sûr. Et pour ça, bien programmé. Et nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée, une bonne semaine et pour tout le monde et bonnes vacances dans le ski peut-être et pour tout le monde dans la neige, c'est très bon à un moment dans la montagne. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.